Hey Salut et bienvenue bon. dans Beats, épisode numéro 143. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, Bertrand? Mais très bien, merci, et toi? Bah écoute, ça va. Alors, Nico Poppy, pour ne pas le citer, m'a dit « Mais si, dans la première news, j'ai mis le rappel de l'adresse mail pour la FAQ, machin, C'est nanana. important. » Et ça n'y est pas. Ah, moi je l'ai. C'est vrai? Mais pourquoi toi tu l'as et pas moi? Parce que j'ai rafraîchi la page. Mais moi j'avais aussi rafraîchi. Je ne comprends pas. Que s'est-il passé? Bon, il y a une FAQ. Et qui dit FAQ, dit Q, dit question. Du coup, posez vos questions à contact@studiorenegade.fr. Voilà. Accessoirement, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes un slacker du Slack, d'aller sur le machin là. Hein, le FAQ de 28 février, je crois qu'il s'appelle comme ça le channel. Voilà. Et du coup, vous avez la possibilité de poser aussi des questions qu'on épingle pour dire qu'elles ont été sélectionnées. C'est vachement bien. Donc n'hésitez pas, c'est le vendredi 28 février, ça sera après Geeking. Le Geeking qui normalement est à 21h, mais maybe il sera peut-être un peu avancé pour avoir plus de temps pour la FAQ. On fera peut-être à 20h. Suivez l'agenda, ça sera écrit dedans, on verra bien. Voilà. Donc n'hésitez pas, évidemment. C'est l'occasion. Ouais, là je viens de voir par exemple, on vient de poser une question, c'est est-ce que nous sommes invités au mariage? La réponse, je peux déjà répondre tout de suite, je vais spoiler une réponse. Non. Voilà, bisous. Vous verrez peut-être des photos et c'est même pas certain, parce que c'est privé. C'est de l'ordre de la sphère privée, comme Benjamin Griveaux. Voilà. Ça attaque fort ce soir. Mais, écoute, c'est comme ça, ça attaque fort, je ne sais pas. Mais voilà, donc on va parler justement de tristes nouvelles. Ouais. Oui. Effectivement. Tristes nouvelles comme l'annulation du Mobile World Congress 2020. Exactement, parce que effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait le Mobile World Congress. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'épisode spécial Mobile World Congress. Oui, c'est vrai qu'on va avoir pas mal de choses. Pas mal de choses à partager, voilà. Et donc, il devait être passé à Barcelone, comme chaque année. Donc, c'est l'édition, le salon high-tech, qui accueille plus quand même de 110 000 visiteurs et 2800 entreprises, qui est quand même pas rien. Donc, surtout sur le... C'est surtout un salon pro, d'ailleurs. Ouais. On oublie d'en parler, mais voilà. C'est très vrai. Et donc, il devait se tenir du 24 au 27 février, donc à Barcelone, et ça ne sera pas le cas. Donc, pourquoi? Donc, officiellement, en tout cas, la raison principale, c'est la partie, la pandémie du coronavirus. Non, ne m'appelez plus coronavirus. Le Covid-19. Ah oui, tu as raison, c'est vrai. Attention, déconnez pas. Non, en vrai, effectivement, la raison invoquée, c'est celle-là. Mais pourquoi? Pas parce qu'ils ont peur de tous tomber malades. Parce qu'il y a des constructeurs chinois. Mais c'est pas du tout ça, parce que ça serait très raciste de dire ça. Mais non, c'est pas du tout ça en fait. C'est uniquement parce que les équipementiers et les constructeurs eux-mêmes ont décidé de pas venir en fait. C'est ça. Donc il y a eu pas mal d'annulations puisqu'ils viennent pas. Et alors certains s'étaient organisés, les avaient envoyés 14 jours avant, sur place, enfermés, voilà exactement, enfermés dans un appartement pour en quarantaine eux-mêmes. Quarantaine, c'est si ça. jamais il y en a un qui est malade trop tard, vous restez là les gars. Et donc bon voilà, donc ils essayaient de trouver des solutions. Et là en l'occurrence, il y a eu trop d'annulations et ça s'est arrêté. Au-delà de cette news-là, donc qui est la news un peu factuelle en fait, on va dire, ça s'arrête. Donc côté Barcelone, c'est un peu catastrophique parce que il y avait quand même beaucoup de monde qui était attendu. Je vous ai dit 110 000 personnes. Oui, mais c'est monstrueux en termes de revenus. Mais c'est ça, exactement. Et en termes d'emploi aussi, c'était 14 000 emplois, alors certes temporaires, mais 14 000 emplois. Ouais, dans la restauration, dans exactement, les transports, dans tout ce qui va avec. C'est par exemple l'hôtellerie, c'était 28 000 chambres. Oui. Voilà, juste pour le Mobile World Congress. 28 000 chambres, tous les journalistes, vous imaginez même pas en fait. Donc les retombées économiques, donc autant dire que côté Barcelone, c'est très compliqué, économiquement en tout cas, de se relever de ça, parce qu'ils comptaient un petit peu tous dessus. On va leur envoyer Manuel Valls pour qu'il se présente à la mairie, il va trouver une solution lui. Chaud ce soir sur la politique, toi. Ouais, pas aussi chaud que Benjamin Griveaux, mais il faut quand même. Une petite image. Donc ce qu'aurait pu être le Mobile World Congress. Ouais. Et ils avaient tordu les poteaux et tout exprès. Hein. Et donc, sur les raisons, donc on évoque des raisons sanitaires, mais se pose aussi la question, parce que si on regarde le Mobile World Congress, si on regarde le 3, il y a moins de constructeurs qui y vont, et on se dit, tiens, est-ce que quand même, on serait pas dans un mouvement
qui est de se dire que ces grands salons comme ça, il y en a peut-être trop, ou est-ce que c'est encore un bon format? Est-ce Non, qu'on en fait, sait je pense que encore c'est pire faire que ça. passer? C'est-à-dire qu'en fait, ça a imposé aux constructeurs d'annoncer à cette période-là Ouais. des nouveaux produits. Parce que venir au Mobile World Congress sans rien annoncer, ou aller à l'E3 par exemple pour le jeu vidéo, ou aller au CES sans rien annoncer, c'est problématique. C'est ça. C'est problématique parce que ça donne l'impression, c'est déjà, on est dans un salon où tout le monde va parler du concurrent qui aura annoncé un truc. Vous êtes là, vous avez qu'à présenter vos anciens modèles, ça vous coûte hyper cher d'y être, et votre stand est déserté, donc c'est un peu nul. Et ça poussait les constructeurs à tous présenter des nouveaux modèles quelques jours avant, et ça impose du coup un calendrier aux constructeurs. Et par exemple, Apple s'est toujours défendu de ça, je le cite parce que c'est vraiment leur truc. Ils avaient même quitté Apple World, tous ces salons-là en fait, parce que pour eux, ça correspondait pas au cycle de lancement de leurs produits. Et il y en a plein d'autres. Le 3 par exemple, c'est pareil. C'était quoi? C'était Sony qui avait boycotté, ou qui va boycotter le 3 cette année. Oui, alors, enfin, comme l'année dernière d'ailleurs, c'est Sony qui viendra pas du tout. Et après, on dit beaucoup de Microsoft qui sera à l'E3. Oui. Mais il faut pas oublier que Microsoft, en fait, est en dehors de l'E3, en fait. Il n'est pas au sein du salon. Du salon, ouais. Donc, et il se dirait que Nintendo, c'est peut-être en suspens. Donc, donc c'est un peu. voir. Mais peut-être que le 3 redeviendrait peut-être comment s'appelle, un lieu pour les éditeurs. Et finalement pas pour les consommateurs en fait. Pas pour le matos en fait. Ouais. C'est surtout ça. Et donc l'idée de ces comment s'appelle de ces salons, c'est à la base ça sert de vitrine aussi aux constructeurs pour présenter leurs derniers modèles, tout ça machin. Mais aussi c'est un lieu où on fait des affaires. Très clairement, Ericsson, Cisco, tout ça, tous les équipementiers sont là pour vendre leurs antennes aux opérateurs. Orange est là pour aussi vendre des services. Faire les yeux doux aux constructeurs pour avoir en exclusivité leur dernier modèle dans la gamme, ce genre de trucs en fait. Donc c'est beaucoup de tractation B2B et le problème c'est que déjà elles n'auront pas lieu au Mobile World Congress. C'était une occasion aussi, je dis pas que c'est façon séminaire d'entreprise, mais c'était une occasion quand même pour les employés de retrouver leurs partenaires commerciaux, tous les partenaires commerciaux au même endroit, au même moment, et d'aller bouffer des tapas et boire un coup quoi. Donc ça aide. On est d'accord dans la relation. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que, en fait, moi je pense qu'il y a une vraie utilité à ces salons, ça c'est certain. Je pense par contre qu'il faut qu'ils se réinventent pour séduire à nouveau, pour trouver un autre moyen de mettre moins de pression et moins de contraintes sur les constructeurs ou les éditeurs, là par exemple pour le 3, où ils doivent absolument sortir une démo jouable, sortir quelque chose, et c'est pas forcément compatible. Qui plante une fois sur deux. Enfin voilà, vous l'avez compris le truc. C'est pas forcément compatible avec leur planning, donc ça vient parfois bouleverser les plannings rien que pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est un peu compliqué, et maintenant ils aiment bien aussi les communications en direct. Ils font et c'est tous. Mais du coup ils ont leur propre format, ils sont pas obligés de payer hyper cher, ils peuvent avoir leur propre scène. Encore une fois, ils sont pas au milieu de tout le monde et ils gèrent leur communication comme ils le souhaitent, le tempo des annonces comme ils le souhaitent. Pour les gros, c'est vrai que c'est moins intéressant. Pour les petits, par contre, ça peut offrir. Ça offrait la même vitrine que les autres. Voilà, une vraie exposition. Donc c'est ça où moi je trouvais ça intéressant quand même. Parce qu'un petit pouvait venir et présenter quelque chose, et parce qu'il avait quelque chose un peu différent, mais essayer de créer un peu la surprise. Ce qui était intéressant avec ça, en fait, avec le Mobile World Congress aussi, c'était le nombre d'accessoires. C'est bête, hein, mais le milieu de l'accessoire est hyper important. Et le nombre d'accessoires, de petits trucs qui sortent à côté. Parce que tu vois, le 3, pas le 3, le CES, t'as quelques annonces de constructeurs sur des nouveaux PC, tout ça, machin, les Asus et tout, c'est leur cœur de métier, mais sinon ils sont plutôt sur des salons en fin d'année, plutôt que des salons de début janvier. T'as plus, tu vois, la télévision, tout ça, c'est vraiment le moment du CES. Mais pareil, t'as les forces à les sortir à ces dates-là, donc c'est un peu débile. Enfin, au moins, à les annoncer à ces dates-là. Donc c'est un peu con. Par contre, il y a une multitude de petits constructeurs qui sont dans l'écosystème. Par exemple, pour la domotique, le CES, c'est top. Parce qu'il y a énormément d'innovations, de trucs un peu différents, des pommes de terre connectées, enfin voilà. Il y a plein de trucs qui sortent un peu du lot, que tu vois que là-bas, parce que t'es face à tu leur donnes une exposition qu'ils ne pourraient pas se permettre d'avoir en dehors de ce salon-là. Donc c'est un peu dommage que ça soit annulé. Honnêtement, ça crée un vrai précédent. C'est-à-dire que est-ce que du coup l'année prochaine il y aura un Mobile World Congress? Parce que là on va expérimenter une année sans. Si ça manque à personne,
S'ils voient pas d'effet sur les ventes, s'ils voient pas d'effet sur la partie marketing, Ouais. ciblage ou autre. Après, il y en a d'autres, et c'est ce qui Et pointe du Google, doigt qui avait un gros corner aussi, Mobile World c'est vrai, Congress. ouais. Côté Barcelone, en fait, ils disent attention, mais est-ce que dans ce cas, ça veut dire que le salon d'Amsterdam sur l'industrie audiovisuelle et système électronique va être annulé? Ah, mais Est-ce c'est pareil. à Genève, Le la Computex, foire tout automobile ça, en enfin, peu mars va importe. être annulée? La Google Et, I.O., la WWDC en mai, enfin, tu vois, C'est ce ça. genre de Et trucs. pour l'instant, ils sont pas forcément annulés. Et donc, ils disent, mais pourquoi nous et pas les autres? En fait, c'est un peu le Ouais. point. Encore une fois, il y a quand même des gros enjeux économiques derrière. Donc, à voir si ce système, en tout cas, de gros salons, ça va perdurer. Est-ce que ça va pas se réinventer? En tout cas, je pense Ouais, que c'est à suivre. Et comme tu dis, ça peut créer un précédent. c'est ça. Et c'est aussi à suivre là-dessus pour voir quel a été l'impact d'une année sans Mobile Exactement. World Congress. Et ça pourrait faire mal. Et c'est ça. Et j'ai peur que, Ouais. du coup, à un moment même, il était question à l'époque que le Mobile World Congress soit déporté à Paris plutôt que Barcelone. Finalement, il est resté là-bas. Parce que la GSMA a dit non, on reste là-bas, mais il y a Orange quand même à la tête de la G. D'ailleurs, le président de la GSMA, c'est Stéphane Richard. Mm. Donc du coup, tu vois, en termes de moyens de pression, et dire, à un moment, il s'était dit, on va délocaliser les Mobile World Congress, on va aller à Londres, on va aller à Paris, on va essayer de faire bouger ça à Berlin ou d'autres. Donc ça aurait pu être d'ailleurs l'idée. Mais là, est-ce que ça a encore du sens? Je sais pas. Ouais. Je sais pas trop. Dernière rumeur, pareil, on est sur les ragots. Il serait possible aussi, certains disent que ça aurait un lien avec le fait que Madrid cherche à appliquer ce qu'on appelle la taxe Google Oui. et d'autres types de taxes pour les activités du numérique. Est-ce que ça serait une Ouais. sorte de revanche? Bon, J'y voilà. crois pas trop. Moi, je crois vraiment que. Je pense que c'est pas forcément lié à ça, mais Ouais, non, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'effectivement, les constructeurs avaient envoyé certains 14 jours avant, machin et tout. Sauf qu'en fait, c'est le monde entier qui est censé se déplacer là. Il y a, je pense, une espèce de parano autour de ce truc-là. Enfin, ou pas de parano, mais une sorte de petite panique. Tu réunis à un endroit des gens qui viennent du monde entier, ou potentiellement, il suffit qu'il y ait un infecté pour que ça répande encore plus le truc. Enfin, on est dans une période où il vaut mieux éviter de répandre l'épidémie et éviter les rassemblements de foule de ce type-là avec des gens qui viennent du monde entier. Alors tu vas me dire, les matchs de foot sont pas annulés, les machins, les trucs, le PSG Dortmund et tout, ok. Mais il n'y a pas cet esprit ça se passe qu'entre l'Allemagne et la France, tu vois. ouais. Là, le Mobile World Congress, c'est le monde entier qui est là. Il y a des délégations de tous les pays, que ce soit de l'Inde, la Chine, peu importe, tout le monde est là en fait. Même l'Afrique, hein. Tout le monde est là. Il y a les opérateurs africains, enfin, tout le monde est là. Donc c'est vraiment un gros souci, quoi. Ouais, un Discord géant pour remplacer, c'est ça, Draxas. Mais, et du coup, les constructeurs chinois ont commencé à dire non, on n'y va pas. Les Coréens aussi. Alors les Chinois, c'est un peu particulier parce qu'en fait, ceux qui n'avaient pas envoyé des gens sur place ou qui n'ont pas d'équipe sur place, ils ne pouvaient pas en envoyer parce que l'État chinois ne veut pas. Voilà. Il limite le déplacement des Bien gens, sûr. malgré les contrôles, parce qu'ils se sont rendus compte que d'ailleurs, les fameux 14 jours, chez certains, ça va jusqu'à 28. Donc du coup, ça veut plus rien dire. La période Donc a été prolongée, ouais. voilà, ils veulent pas prendre de risques parce que la Chine est surveillée. Et d'ailleurs, ça fait partie du reste des news. Quand la Chine s'enrhume, c'est le monde entier qui tousse. Oui. Donc Ça va reparler sur les constructeurs. Ouais. voilà, on va en parler après. Mais ça n'empêche pas les constructeurs de quand même faire des annonces. Et oui, et de sortir des produits un peu innovants. Ouais, tu veux, on commence par celui-là. Allez. Allez, bon, J'ai un peu réordonné à l'arrache, mais on va parler de Samsung du coup, parce que c'est un peu les flagships de Android, hein, faut dire ce qu'il y a, c'est les Galaxy. Et en particulier Exactement. donc le Z Flip, qui avait déjà fuité en long, en large, en travers. Hein. Oui, on en avait entendu parler. Non, maintenant on a l'officialisation et le détail surtout. Exactement. Et autant le précédent, effectivement, moi je vais vous mettre quelques petites images. Ouais. Autant le précédent, j'avais des doutes. Enfin, moi, je le trouvais trop fin et avec un écran trop petit en fait en façade pour pouvoir fonctionner. Après, quand on l'ouvre, par contre, la taille d'écran était vraiment intéressante. Et donc là, on a un système de téléphone à clapper. Ouais. Donc, comme vous voyez ça. Et moi, là, par contre, je trouve vraiment ça super intéressant. Alors, moi, je suis pas forcément la cible sur ce type de produit-là, mais je trouve, par contre, que pour tout ce qui est public même féminin, avec des sacs à main, avec des poches plus petites que des jeans ou autres, ou ceux qui veulent retrouver l'expérience d'antan. Alors, je sais plus qui c'est qui faisait ça à l'époque. C'est les téléphones à clapper. Tout le monde. Oui, mais même Nokia en a fait. C'était Samsung les premiers. Ceux qu'on voit dans Matrix, les Motorola. Non, dans Matrix c'est des Nokia. C'est des Nokia. Et c'est des slides. Des télé qui slide. Et il y en a un qui s'ouvre. Il y en a un qui s'ouvre. Ça doit être un Motorola alors. Mais
Mais voilà. Et donc, voilà, donc je vous mets quelques petites images d'illustration. En haut à gauche, c'est le Razer. Ouais. Ouais, En bas à droite tout à aussi, fait. d'ailleurs. Ouais, c'était pour faire un peu la comparaison en fait entre les différentes concurrents en fait là-dessus. Donc donc là on se retrouve en fait encore une fois avec un smartphone pliable. Tiens, c'est celle-là que je vous ai pas encore mise, voilà. Et donc là on se retrouve donc avec le Galaxy, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le Z Flip. Donc avec un écran AMOLED de 6,7 pouces. Ouais, c'est pas mal. Donc intéressant enfin, en termes de taille d'écran. Une fois ouvert, c'est pas mal. Voilà, alors certifié HDR 10+, Ouais. Max Pro, qui se replie donc sur lui-même. Et donc il dispose également d'un double capteur photo, donc qui va faire avant-arrière. On va avoir également un ultra grand angle. Et donc ça c'est quand même assez intéressant. Il va avoir le Qualcomm Snapdragon Ouais, 855 plus. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il est gravé en 7 mm. Donc ça c'est nanomètres, pardon, oui. Et avec 8 Go de RAM. Ouais, là c'est mort. C'est un gros processeur. Et donc il est disponible bien sûr en version 4G avec 256 Go de stockage. Donc on va avoir des capteurs de type donc 12 mégapixels. Enfin, franchement, ouais, 4K, enfin c'est pas mal. C'est ça, du 4K, 300 mAh. Ouais, une belle batterie, une autonomie correcte. de l'Android 10Q qui est intéressant aussi en termes de génération. Et hop, je vous montre, je l'ai passé tout à l'heure rapidement. Je trouve que ça c'est pas mal. En fait, alors combien de fois est-ce que ça va servir, je sais pas, mais l'idée en tout cas est bonne. C'est-à-dire, je pose le téléphone, je me fais mon selfie avec, en fait, en ayant le téléphone posé, par exemple. Ouais. Non, je vois l'idée. Je veux regarder en fait, un film là, sur une petite sortie d'écran, c'est possible. En haut, t'as l'image pleine. Ouais. Et en bas, tu as l'éditeur. Des commandes. Enfin voilà, l'éditeur de l'image. Oui, pourquoi pas. Et là encore, comme pour le premier, en fait, avec le Fold, ce que je trouve intéressant dans ce que propose Samsung, c'est qu'ils sont allés quand même chercher à avoir une interface qui soit intéressante et qui soit étudiée pour ce que propose le téléphone en termes de design. Ouais. Le Fold, il y avait la continuité entre j'ai mon écran devant, j'ouvre, j'ai la continuité qui arrive derrière et tout est réadapté. Je peux avoir bien sûr deux écrans l'un à côté de l'autre. Et là, même chose, ils vont aller chercher, avec l'image que je vous ai montrée, hop, ils vont chercher le petit cas d'usage avec la vidéo en haut, la photo en haut, l'éditeur en bas. Et on vient chercher une expérience utilisateur qui s'adapte à l'appareil. Et ça, je trouve ça intéressant dans l'approche. Ils avaient déjà commencé à le faire d'ailleurs avec leur One UI, tu sais, chez Samsung, où tout est déplacé, enfin les commandes principales sont déplacées vers la moitié basse de l'écran. Pour laisser l'aperçu en haut parce que on n'a pas des pouces extensibles à l'infini et du coup ça marche vachement bien avec ce format. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Et donc je trouve ça intéressant parce que voilà, on est vraiment sur un produit où ils essayent de pousser en tout cas la finition et c'est pas juste une preuve en disant regardez on arrive à faire un smartphone pliable. Moi ils cherchent à aller s'en servir derrière. Voilà, ils cherchent à le faire. Après c'est Samsung, c'est peut-être pas les leaders là-dedans. Mais en tout cas, ils poussent la démarche. Et ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai encore la sensation que on le fait parce qu'on sait le faire. Et qu'il manque encore... En termes du X, ok, ils tentent des choses. Mais tu sais, ça a été comme avec les Edge. Tu sais, quand ils avaient fait le S7 Edge, tu sais qu'il y avait juste un bord arrondi. Qui revenait sur le côté. Ça veut dire, alors là, vous allez avoir les notifications, les machins, les trucs. Ça pas... Mais aucun développeur n'a adopté le truc. Enfin, voilà, c'est fini. Et j'ai peur que ce soit un peu pareil, là. Que personne l'adopte. Et que du coup, on se retrouve avec les mêmes apps, qui simplement ne sont juste pas adaptés. Genre en Google Maps, tu relèves juste un peu ton écran, t'auras la carte qui fait ça, quoi, en fait. Et c'est tout. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même l'encombrement. L'encombrement est quand même très réduit pour avoir une belle taille de smartphone. Par contre, l'épaisseur est augmentée. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a le multi-app sur Android et que tu pourrais avoir une app en bas et une app en haut, différente. Ça, ok. Mais le fait que ce soit pliable, du coup, je sais pas trop à quoi ça sert. Et l'encombrement, c'est pas le même. Ah non, mais une fois plié dans la poche, oui. Mais une fois ouvert... Ah non, une fois ouvert, après, c'est un... Ouais, Surface Duo, c'est différent quand même. Parce que Surface Duo, Nico Popi, on est face à un produit qui, déjà, peut s'utiliser en l'ouvrant en deux. On est sur une surface tablette grande. Et en plus, on peut le replier et utiliser qu'un seul des deux écrans. Et du coup, on est quand même sur un grand écran de smartphone classique. Donc, je trouve qu'il y a un vrai intérêt à ce produit. Contrairement, par exemple, au Fold, où on avait un écran du pauvre à l'extérieur, parce que vraiment, il était pourri. Ah oui, non, là, et un bel écran à l'intérieur. Tant qu'à faire, là, on garde le même écran, finalement,
sur le côté, sur le duo, et je trouve ça pas mal. Par contre, ça me fait poser plein de questions sur le duo. Quand il est ouvert, et que j'utilise un seul des deux écrans, l'autre est derrière éteint. En termes de fragilité, si je mets dans... Remarque, je pourrais le fermer après pour mettre dans ma poche, mais du coup, je sais pas. Il y a un, Ouais. il y Moi, a un ce que j'aime côté bien, à c'est voir. le concept de pas avoir d'écran pliable en fait et de dire ben, c'est Deux pas grave, écrans, c'est on a top. 2 écrans. En Non, fait. mais c'est très bien. Il n'y a pas besoin, en fait. Et là, pour le coup, en termes de robustesse, Ah bah oui, parce mais que là, c'est un incomparable. des sujets qu'on va voir sur ce téléphone-là. C'est On s'est dit incomparable. combien de temps est-ce qu'il va durer en Bah, se on en parle refermant. après. Et bon, voilà, on se dit en termes de robustesse, Ouais, c'est combien juste de temps ça va incomparable. durer. C'est juste incomparable. Bon, sinon, ils n'ont pas annoncé que Non. ce téléphone de merde. Pardon, parce que ce Non. téléphone. Ils ont aussi annoncé, et ça, par contre, c'est beaucoup mieux, les S20, S20 Plus et S20 Ultra. On passe de 10 à 20 chez Samsung. Ouais, tout à fait. Tout va Pourquoi bien. pas. Du coup, on aura Windows 20 peut-être chez Ben, Microsoft. on est en 2020. Ah, donc la prochaine sera le 21 Bah oui. ou pas. Donc, ces Samsung là, c'est toute une famille. Hein. Tu veux que je fasse ou je fais Ah, ben moi, je te sentais parti, donc Ok. on peut faire à deux. Bah, donc le S20, c'est le téléphone, l'emblème de la gamme. J'allais dire le normal. Il n'y a pas de Ouais. normal. Et le S20 Plus, c'est la version grand format. C'est-à-dire que C'est l'écran ça. est plus grand. Ça démarre à 909 € pour le 128 Go pour le S20, 8 Go de RAM 4G, et 1009 si vous voulez la version 12 Go de RAM, voilà, 12 Go de RAM et 5G. Le S20 Plus, donc un peu plus grand, qui lui est en 8 Go de RAM 4G à 1009 € et en version 5G avec 12 Go de RAM 1109. Je comprends pas pourquoi 5G 12 Go, mais en fait si c'est lié au chipset, mais c'est débile. Ouais. Le S20 Ultra, là on est encore plus grand. C'est le Ultra Pro, voilà. Hein. Donc qui lui démarre à 128 Go, 12 Go de RAM 5G à 1349 €. Voilà, voilà. Et le 512 Go, 16 Go de RAM, 16 Go de RAM autant que dans mon PC, plus 5G, prix non communiqué pour le moment. Voilà, Non. voilà. Donc celui de droite, alors plus il y a d'objectifs, mieux c'est. Voilà. Et chez Samsung, en plus, il y en a un qui a un zoom jusqu'à x100 Ouais, sur le Ultra. exactement. Alors, c'est un zoom x100 qui mélange en gros, si je dis pas de bêtises, un x10 optique et un x10 du coup numérique. Du coup, ça fait x100. J'espère que la stabilisation va suivre. Ils ont Voilà. intérêt, là. Donc, les tailles d'écran, c'est 6,2, 6,7 et 6,9 pouces. Toujours plus grand. T'imagines, 7 pouces, 6,9, hein, 7 pouces. C'est un iPad mini quasiment. Ouais, c'est fou C'est là en immense. termes de taille. Hein. Vraiment. C'est immense. Ça sera à voir. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'écran en 120 Hz. Voilà. Bien utilisé, ça peut être intéressant dans certains cas. Ouais, avoir pour de vider la fluidité. Ouais. Non, mais si c'est utilisé intelligemment et que c'est pas tout le temps en fait Non. qui font En la fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y rafraîchissement. a, par défaut, en fait, le mode 120 Hz c'est désactivé. Ça serait du 60. Mais vous pouvez l'activer si vous voulez. A priori, c'est ça la rumeur autour du truc. Concernant le SoC, c'est un... Alors, pour les versions américaines, c'est un Snapdragon 865. Voilà. Et sinon, pour les Européens, ça sera le Exynos 990 développé par Samsung, comme d'hab. Il y a toujours des versions différentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La taille des batteries, 4000 mAh, 4500 et 5000 mAh. Ouais, ça commence à faire beaucoup là, 5000. Bah, vu qu'il est aussi grand qu'une tablette, voilà. Faut fournir aussi. Hein. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le téléobjectif x10 et avec un zoom numérique x100, donc ça reste toujours Alors, plus. Il filme en 8K on aussi. a vu les oublié de démos dire. hein, donc sur le zoom numérique x100. Donc ça, c'est les démos du constructeur. Donc quand on les regarde, à la fin, on arrive encore à distinguer quelque chose en x100. Oui. Mais c'est sur les images faites par le constructeur. Donc ça veut Oui. dire avec un bon ensoleillement, une bonne luminosité. Enfin, Les voilà. conditions idéales de. C'est ça. Donc, pression et de température. et on voit quand même que c'est quand même bon, c'est difficile de bien y voir, mais Oui. on y voit. Bah, on y voit. C'est l'essentiel. Mm. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme photo? T'as publié les caractéristiques là? Non, là, je Bah, vous avais voilà. mis là une petite synthèse là, que je vous ai trouvée. Voilà, avec Android 10. Ils sont voilà, résistants à l'eau. Capables d'enregistrer en 8K 30 fps. Bon,
l'intérêt du 8K Ouais, 30 8K. FPS, voilà. Mais à la limite, pourquoi pas, ça peut Après, peut-être ça servir peut dans être certains intéressant cas. si on veut faire de la 4K et qu'on filme en 8K 8K et qu'on pour veut cropper, cropper ensuite alors derrière. t'imagines si tu fais du 720p, c'est comme si Voilà. t'avais 10 caméras. Ouais. Ok, pourquoi pas. On me sort toujours ce cas d'usage-là. Je pense pas connaître quelqu'un autour de moi là, qui l'a Qui s'en est utilisé. déjà servi. Voilà. Mais voilà. Ensuite, il y a aussi le speaker by AKG, ok. Pratique une sextape en 8K, ouais, très bien. Ça vous fait pas un zizi plus grand le 8K, je vous le dis. À noter quand même qu'il n'y a plus de prise jack. Et oui, ça y est. Goodbye. Ah oui. Donc voilà, sur la série des S, en tout cas, c'est fini. Vous avez plus de prise jack. Comme quoi, c'est peut-être un peu le sens de l'histoire. On parlera pas d'Apple. Non, on parlera pas d'Apple. Et pour vous remontrer vite fait toute la gamme, du coup, voilà les S20. Magnifiques. Ils sont plus Edge avec le truc enrobant autour. Hein, et on est revenu sur un format classique d'écran comme on a sur Ouais. toute la gamme Xiaomi et autres. Voilà. On n'est plus sur des bords d'écran arrondis comme il y avait à outrance sur la génération précédente. C'est vrai que Voilà. ça c'est reparti. Après, comme tu disais tout à l'heure, les cas d'usage aussi derrière n'étaient pas extraordinaires. Au niveau de la prise en main, alors ceux qui en ont, on dit ils n'ont pas eu de soucis quand même en termes de prise en main. Non, Moi, parce ça qu'en fait m'aurait c'est peur, désactivé mais sur le côté. C'est ça. Bah, du coup, pourquoi mettre l'écran si c'est désactivé C'est sur un le peu côté. dommage. Après, par contre, le côté de la pastille, moi je trouve ça quand même sympa. Parce Ah oui, la qu'effectivement, petite caméra ça dans le fait trou, là. vraiment Ouais, mais j'aime tellement le Face ID que moi ça m'emmerde. Bon. Mais après, je trouve ça pas mal. Et ils ont le capteur d'empreinte sous l'écran. Oui. Aussi. Ça c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Enfin voilà. Bon, on a fait le tour pour Samsung. Et puisque pour acheter ces téléphones il faut de l'argent, on n'y a qu'un pas. On va parler de Nickel. Quelle transition. T'as vu ? C'est un métier. Ouais. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'exerce. Bon, voilà. Donc effectivement, c'était une Non, ils sont beaux les Samsung, hein, Ghost Dragon. Ouais, non, vraiment, ouais. Moi j'aime bien niveau design. Donc oui, beaucoup Nickel, en fait, pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est déjà, je sais pas si vous connaissez, ça m'intéresse d'avoir votre Non, retour. je connaissais pas Nickel. Ah. Et donc, on parle souvent en fait des néobanques. Donc, enfin souvent, ça nous arrive en tout cas de parler des néobanques. On a déjà parlé. Si tu veux. Donc, ces banques qui essayent un petit peu de révolutionner les usages et qui sont plutôt 100% digitales et qui viennent aller chasser sur les terres des banques classiques, on va dire, en proposant une expérience utilisateur, une expérience client qui soit extrêmement simplifiée, facilitée, et puis aussi, il faut le dire, des tarifs bien plus bas et beaucoup plus abordables. Donc, pas d'illusion non plus là-dessus. À une époque, il y avait pas mal de startups qui faisaient ça, et maintenant, les startups ont été rachetées, soit ce sont des néobanques qui ont été créées par des grandes banques. Ouais. Donc, par exemple, il y a la BNP Paribas, donc BNPP, qui a sorti Hello Bank, qui est la néobanque de BNP Paribas. Et c'est moins connu, mais il y a une autre, on pourrait appeler néobanque, mais en tout cas une banque d'une autre manière, qui est la banque Nickel, donc en fait qui est proposée, et qui est également détenu par BNPP. Ah bon? Oui, exactement. Donc moi ils ont je deux... savais pas forcément, ils en ont deux. Ce qui n'est pas gênant, hein, ils cultivent hein, comme ça. Et quel est l'intérêt? Donc ça a été créé en 2014 et ça vient, exactement, ça vient concurrencer Claude Dubois. Les néobanques en France. Et en fait là, on a eu enfin des retours en fait sur les chiffres et les chiffres commencent à être bons. Pour Nickel, donc avec les comptes Nickel qui sont proposés. Les comptes Nickel. Et donc, quel est le point différenciant? Parce que c'est la question qu'on va se poser. Mais ils ont réussi à ouvrir 1,5 million de comptes hein, depuis le lancement. C'est quand même pas rien sur un marché français. Et en l'occurrence, donc ils sont en face à du N26, du Revolut. Ouais. Et le marché est pourtant très concurrentiel. Et comment est-ce qu'ils se distinguent? C'est parce qu'ils vont proposer un parcours de souscription. Du Bitcoin, non. Ils vont proposer un parcours de souscription qui n'est pas forcément sur Internet. Ils le proposent aussi sur Internet, mais de s'appuyer plutôt sur le réseau physique. Et donc, dans... Une néobanque physique. Exactement. C'est pour ça que c'est assez intéressant. C'est du figital, ce mot dégueulasse. J'attendais que tu me sortes le mot. Merde. Voilà. Donc, effectivement, ils vont s'appuyer sur un réseau physique et ce sont les bureaux de tabac. Oh. Et donc, je vous ai mis une petite carte là des bureaux de tabac compatibles en France. Il y en a quelques-uns. Et il y en a quand même beaucoup. Donc, à chaque fois que vous voyez des numéros, en fait, c'est le nombre du bureau de tabac dans la zone ciblée par la bulle. Mister SP croit faire une blague en disant que leurs cartes bancaires sont couleur chrome. Alors, ils ont sorti une gamme chrome, effectivement. Voilà, ça s'appelle d'ailleurs Nickel Chrome. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Vrai, oui. C'est pas une blague.
Donc, c'est quoi la formule? Qu'est-ce qu'ils proposent? Bien, pour 20 € par an, les clients ont un compte courant et une carte bancaire. Pas de frais supplémentaires. Alors après, les frais, on peut en trouver en fonction des opérations qu'on va réaliser. Et surtout, ce sont des cartes sur lesquelles on ne peut pas être à découvert. Non. Pourquoi? Parce qu'on vient en permanence provisionner sa carte. Donc on vient, on provisionne sa carte, et à partir du moment où j'ai provisionné ma carte, je vais pouvoir dépenser ce que j'ai provisionné. Voilà. Donc c'est assez sain en termes de gestion. Et qui va venir s'inscrire dessus et pourquoi est-ce qu'ils sont différenciants également dessus? Qui? Mais voilà, je m'attendais, pourtant on avait répété. Donc, qui? Donc en fait, dedans, ils vont accepter en fait toute personne qui va venir souscrire. Avec de l'argent. Avec de l'argent, donc avec les 20 €, effectivement. Par opposition, où on va avoir, par exemple, et d'ailleurs vous nous le dites là dans le chat, N26, où c'est gratuit. C'est gratuit. Moi, je suis j'ai un compte Revolut, mais c'est gratuit également, entre guillemets, l'ouverture du compte Revolut, en tout cas. Moi, j'ai un compte Edenred Ticket Restaurant, mais ça n'a rien à voir. Ok. Compatible Apple Pay. Oui, ça c'est important. C'est très important. Ouais, c'est très bien. Bon, donc en fait, là où ça va être intéressant, c'est que ils vont pouvoir adresser à des personnes qui sont des personnes qui ont de très faibles revenus, mais également des personnes qui sont interdites bancaires ou qui sont sans domicile fixe. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc en fait, on va venir adresser ces populations-là qui ont, mais aussi pour qui peuvent payer par carte, mais qui ont besoin aussi de cartes, parce qu'aujourd'hui quand même, c'est quand même compliqué de ne pas avoir de carte bancaire et d'avoir par exemple que du liquide. Qui ont besoin d'un compte courant, ça peut aussi favoriser le retour à l'emploi, par exemple, pour des personnes aussi. Un TPE que tu puisses acheter, comme ça tu peux, non seulement tu as une carte pour payer, mais en fait si quelqu'un veut donner de l'argent, il passe par le TPE et ça crédite ta carte, comme ça après tu peux payer. Oui. La mendicité 2.0. Oui. Tu viens, tu peux payer en sans contact. Si vous avez un ticket resto ou un truc, hop. Pourquoi pas? Pouvoir créditer le compte, mais n'empêche. Ouais, ou avec ton téléphone directement. Ouais. Donc effectivement, moi je trouve que c'est assez intéressant. Pour blanchir de l'argent, c'est parfait. Hein. Donc ils ont vraiment une cible là-dessus, et ils ont quand même 5740 bureaux de tabac, donc c'est la carte qu'on vous montrait tout à l'heure. Et ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'il y a 10 millions de personnes qui se rendent en fait chaque jour dans ce type d'établissement-là. Donc ça, c'est quand même intéressant, ça fait une manne de clients possible. Et donc ils ont maintenant une nouvelle offre, donc comme tu disais tout à l'heure, qui s'appelle Nickel Chrome, ce n'est pas une blague. Et voilà, Nickel Chrome. Voilà, et qui vient ratisser un petit peu plus large. Et là maintenant, ils veulent s'étendre à 7 autres pays européens. Donc dans lesquels on a le Portugal, la Belgique, l'Italie, l'Autriche par la suite. Mais là pour l'instant c'est surtout l'Espagne sur lesquels ils vont se focaliser. Et moi je trouve que c'est assez intéressant en termes d'approche. Ils visent une augmentation et donc une croissance de 30% sur... ils ont, en 2019, une augmentation de 30%. Et maintenant, ils visent de venir s'étendre donc dans les autres pays et d'aller prendre un peu plus de masse pour rentabiliser davantage. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant aussi pour eux, c'est les volumes. Il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un paie avec leur carte, il y a une commission qui vient les rémunérer. Oui. C'est comme ça que fonctionnent toutes les cartes bancaires. Et donc, plus tu as de volume, plus tu as de transactions, plus tu as de commissions qui rentrent. Ça. Et donc, l'effet volume est très important. Alors, bien sûr, ils ne peuvent pas tout baser sur ça, mais ça fait partie en tout cas des points sur lesquels il y a des sources de revenus. Pas mal. Après, pourquoi est-ce qu'ils sont rentables aussi? Parce qu'ils sont adossés à une grande banque, avec laquelle, donc la BNPP, avec lesquelles ils partagent tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est gestion des risques, la conformité, l'infrastructure. Donc, forcément, il y a des synergies qui se créent, et c'est comme ça qu'ils arrivent à être rentables. C'est beaucoup plus facile. Exactement. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme approche, et je trouve aussi l'aspect un peu de pouvoir adresser des populations qui aujourd'hui n'ont pas forcément l'accès facilité à de la carte bancaire et compte courant comme assez intéressante également. Effectivement. Bonne initiative. En Grèce, ça marcherait, je suis sûr. Tu te rappelles quand toutes les banques étaient fermées, ils pouvaient plus retirer d'argent et tout. Exactement. Bon, c'est bon. Tesla, toujours en avance. Hein, oui. Eux aussi, toujours en avance. Et c'est pas Tesla qui le dit. Pour une fois. C'est les concurrents qui le disent. C'est Toyota et Volkswagen en particulier. Alors, pas officiellement. Hein. Non, mais ils ont démonté des modèles 3, ils ont regardé un peu ce qui se passait dedans. Et la grosse différence de modèle, c'est qu'en fait, Tesla crée ses puces sur mesure pour ses voitures et même tous les composants. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de kilomètres de câbles dans une Tesla que dans n'importe quelle voiture, donc une modèle 3 en particulier.
Pourquoi? Parce que tout le système est intégré, tout ça, machin. Et là, vous voyez, c'est le châssis de... Il y a très peu de pièces dans une voiture électrique. Hein. Vous voyez les deux moteurs, les batteries. Après, tout le reste, c'est de la déco, quoi. Tu vois? Bon, tu me diras, la conduire dans cet état, je suis pas certain, moins intéressant, mais... c'est moins intéressant du coup, mais voilà. Et là, en fait, le truc, c'est que contrairement aux anciens constructeurs historiques, où en gros, on construit la voiture autour de sa fonction première et du moteur, chez Tesla, en fait, on construit la voiture autour de l'ordinateur et l'ordinateur de bord, en fait. C'est ça la différence. Par exemple, sur la conduite autonome et tout ça, ils ont leur propre puce, tout leur truc à eux. Et là, on le voit d'ailleurs, hein, c'est le système donc d'intelligence artificielle de conduite autonome avec carrément un refroidissement liquide. Hein. Voilà. C'est pas, ça rigole pas, ça fait du calcul, en veux-tu, en voilà. Donc le truc est pensé comme ça, ils ont même été hyper loin pendant que la voiture charge, bah, vous pouvez regarder une petite série Netflix, peut-être une vidéo sur YouTube. Le système, l'infotainment en fait est carrément, enfin, met à l'amende tous les systèmes d'infotainment que tu trouves chez n'importe quel constructeur. Même CarPlay est pas aussi complet en termes d'interaction avec la voiture en fait. Non, parce que là, l'intérêt c'est que c'est carrément, même si tu vois CarPlay j'aime beaucoup. Parce que c'est avec l'iPhone c'est top, mais en gros ça déporte l'écran de ton iPhone sur ta voiture. Mais dès que tu veux regarder le niveau de batterie de mon hybride par exemple, bah, tu repasses sur l'interface Toyota dégueulasse. Donc voilà. Là tout est parfaitement intégré, l'écran découpé, machin, enfin bref. Et le truc c'est qu'en fait grâce à ça, grâce à cette expertise là et tout ça, ils estiment que Tesla a à peu près 6 ans d'avance sur tous les autres constructeurs. C'est fou, en termes d'industrialisation du véhicule électrique, de l'infotainment, de la façon dont sont conçus les véhicules autour de l'ordinateur, contrairement aux autres constructeurs. Donc non seulement c'est construit autour de l'ordinateur, mais en plus il peut être mis à jour, ça permet de gagner en puissance. Enfin, le truc est construit comme un téléphone ou une voiture, enfin un ordinateur quoi. Pas du tout construit comme une voiture à la base. C'est là où on voit la différence entre un constructeur automobile lambda qui fait des voitures pour faire des voitures. Et là, c'est des ingénieurs en fait qui pourraient faire d'autres choses et qui font des voitures. Voilà. Et ils se disent, pensent autrement en fait. Le truc, c'est que l'avantage, c'est que la Model S, par exemple, qui a été la première vraie Tesla construite sur ce modèle-là, parce que le premier Roadster, c'était une thermique dans laquelle on avait fait rentrer des batteries et changer le truc, c'est tout. Là, l'intérêt, c'était vraiment de se dire, on réinvente la façon dont on fait la voiture. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir 12 km de câbles dans le véhicule, parce que les câbles ils font les allers-retours, les machins, ça alimente les feux, les trucs. Est-ce qu'on peut pas simplifier le truc? Qu'il y ait un truc central, enfin bref, tu vois, ils ont essayé de réimaginer la façon dont c'était fait. Et voilà. Alors non acquis, si l'ordinateur meurt, il te change l'ordi, hein, c'est tout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de pièces. Il y a beaucoup moins de pièces, oui. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça, c'est qu'en fait, là tu veux changer le module d'intelligence artificielle, c'est cette carte que tu changes en fait. Et donc moins de pièces, des pièces bien différenciées, donc une maintenance qui peut se retrouver facilitée, même s'il y a beaucoup d'électronique. Une maintenance facilitée, mais contrôlée. On est chez Apple. C'est-à-dire que vous voulez faire changer l'écran, vous voulez faire changer la batterie, vous voulez faire changer les trucs, c'est chez Tesla. Il n'y a aucun constructeur, enfin il n'y a aucun garage qui est certifié Tesla. C'est Tesla qui s'occupe de tout ça. Tu peux pas aller ailleurs. Toutes les pièces se trouvent que chez eux. D'ailleurs, il y a une loi aux États-Unis qui fait que dans certains États, les Tesla sont interdites parce que on ne peut pas réparer soi-même sa voiture. Enfin bref, c'est assez compliqué en fait. C'est assez compliqué de tout ça et c'est pas légal partout. Donc c'est voilà. Et Tesla d'ailleurs pour pallier aussi à ce problème parce que en France, on n'avait pas une concession tous les 10 km comme une Citroën ou une Renault. Ou même deux dans la même ville. Là, en fait, ils ont carrément créé des garagistes mobiles, une flotte de réparateurs. Donc, vous avez un problème, en fait, il vient réparer là où est votre voiture. Parce que pourquoi? Et alors déjà, pourquoi? Parce que c'est facile de réparer sur place. Bon, sauf quand il faut changer une portière ou machin, c'est plus compliqué. Mais quand, par exemple, vous avez un problème avec une poignée, un problème avec l'ordinateur, un problème avec un phare, un problème avec, je sais pas moi, une caméra qui est détériorée ou machin, le mec vient, il la change sur place. Toutes ces pièces-là sont faciles à changer. Donc, les interventions, il y avait un magnifique reportage, vous pouvez le regarder sur YouTube. Je sais plus qui avait fait ça, sur un mec qui faisait des réparations. Et il était venu, il avait démonté l'intérieur du tableau de bord, le machin. En fait, c'est assez facile à faire. Parce que le truc a été pensé par des ingénieurs pour faciliter ça, faire des économies d'échelle et faire en sorte que les voitures sont facilement réparables. Donc, vous pouvez le trouver d'ailleurs sur YouTube. Il y a un mec qui a tenté de reconstruire une Tesla aussi à partir d'épaves.
Vous Oui. regarderez le truc. Et il se heurte à plein de problèmes. Parce qu'il y a un firmware dans presque toutes les pièces électroniques, tout ça, qui fait que ça marche pas ensemble. Donc il avait des soucis pour allumer certains trucs. Enfin bref. Tu peux plus changer un phare toi-même de ta voiture. Bah ça dépend des phares en fait. Certains oui, d'autres non. En tout cas, en termes d'ordinateur de bord, quand on voit quand même ce que nous proposent les constructeurs aujourd'hui, et là typiquement ce que tu montrais, je le remets là, mais Ouais. voilà, enfin, on est sur autre chose. Déjà, ils mettent une tablette immense Ouais, et tu, en fait, à et- l'intérieur. c'est ça, et tu regardes le menu en bas, Mais oui, il est juste hyper bien pensé. mais c'est ça. Et c'est là où je pense qu'en fait, eux, ils se disent vraiment, on va partir de ça en fait pour pouvoir étudier ce qu'on va pouvoir mettre autour. Là où on a l'impression que le constructeur, il fait d'abord sa voiture, et puis à la fin, il fait ah mince, c'est vrai, il faut que je remette un truc pour qu'il puisse appuyer sur 2-3 Exactement. boutons et qu'il soit content. Et HG Logan a raison aussi, c'est que tu paies rien en réparation avec Tesla et la garantie. Ah oui, ouais. Tu payes quasiment rien. C'est l'Apple Care. Bah, en fait, tu l'as intégré dans le prix de la voiture, mais dans les faits, Hmm. enfin, ouais, tu payes quasiment rien en fait. Donc, il y a peu d'entretien sur la voiture. Enfin, c'est une autre façon de concevoir l'automobile qui a complètement défoncé ce qu'ont fait les autres en fait. Donc, voilà. Après, il y a des initiatives, ils essayent de récupérer, mais c'est pour ça que ça me surprend moi aussi, le côté Oui. 6 ans d'avance, ou autre, C'est je sais ça. pas si c'est 6 ans, mais en tout cas, clairement, ils ont une approche qui a clairement de l'avance par rapport aux autres constructeurs, et moi je trouve ça vraiment super intéressant et inspirant pour les autres Oui, constructeurs. oui, oui. Après, d'Air Bavarois, si tu emboutis ton aile et pour la faire réparer, tu vas chez. Si c'est juste l'aile ou un coup de carrosserie, tu vas chez n'importe quel carrossier, il va te la réparer. C'est pas obligé d'aller chez Tesla, hein. Attention, que je sois clair. Si tu penses que t'as une casse, une poignée de porte qui s'ouvre pas, ou je sais pas, tu vois, un truc du genre. Enfin bref. Bon. Si t'as pas de casse d'électronique, tu vois, de l'aile, il y a une caméra dedans. Si la caméra est pas pétée, c'est bon. Et sinon, pour vous déplacer en voiture, il faut un GPS. Et si vous voulez même être écolo, vous pouvez aussi prendre des transports en commun, c'est encore mieux. Et si vous voulez une super application pour vous déplacer, vous prenez Apple Plan. Lol. Et c'est pas une blague. Et c'est pas une blague. Non, Apple Plan a été mis à jour et je me surprends à l'utiliser. Ah. Je me surprends à l'utiliser. Ils ont rajouté un truc qui sont les transports en commun. Et ça marche à Bordeaux. Vous avez les lignes de tram qui y sont, de bus et tout. Et quand vous cliquez dessus, vous avez l'heure à laquelle il arrive. Ils ont les infos du réseau. À Paris, j'ai pas essayé, mais ça doit être pareil, je pense. Ils ont les infos du réseau. Et mieux encore, tout à l'heure, j'ai testé l'itinéraire depuis le boulot jusqu'au studio. Et il m'a fait le changement avec la correspondance et Bien tout, ça. machin. D'accord. Vous allez me dire, ça fait 10 ans qu'on a ça sur Google Maps. Et c'est vrai, et vous aurez raison. Mais là, en fait, ils ont vraiment mis le truc à jour. Et c'est hyper propre. Il y a même un petit widget qui vous indique le prochain tram qui passe et tout ça. Donc... Moi, je m'en sers pour mes déplacements à pied. Ouais. Parce que- avec la Ouais, watch, voilà. Ouais, forcément, ouais. c'est super pratique. Voilà. Mais Apple Plan, c'est terrible parce que quand on en parle, moi j'ai toujours l'idée en tête du lancement qui était une Qui était catastrophe. dégueulasse. De mémoire, je crois que c'est la seule fois où ils se sont excusés sur un lancement. Non, il y a eu sur ça et sur le Antenna Gate, finalement, ils ont reconnu. Ah oui. Au début, ils non, le tenaient c'était mal. mal tenu, oui. Non, mais au début, c'était ça, après, ils l'ont corrigé. Et là, quand même, c'est dur hein, d'arriver en disant on s'excuse Oui. pour ce qu'on a sorti. Et depuis, c'est vrai que ça colle un peu à la peau. Ça commence à s'améliorer. Aux Et États-Unis, c'est il est top. intéressant pour le coup quand même de mettre en avant lorsque vraiment il s'améliore. Et effectivement, il y a un gap Ouais. encore Là, entre les États-Unis et. Mais ça va venir. Ça va venir. Et j'avoue qu'une fois que ce sera là, bah, ils ont 10 ans de retard par rapport à Google, mais leur Street View Like, il est carrément mieux. J'avais fait la démo d'ailleurs, je crois, dans un Morning Tech Review un matin. Il est carrément mieux. Vous pouvez le tester aux États-Unis si vous avez un iPhone, vous y allez. Et il est carrément mieux animé et tout. Ils ont utilisé la gestion de 3D. Enfin, honnêtement, c'est pas tu te téléportes avec un gros flou quoi. T'as vraiment la sensation d'avancer et tout, c'est top. Donc grosse amélioration, bravo à eux. On passe chez les concurrents, on va parler d'Android R ou Android 11 qui est dispo. Alors c'est la Developer Preview. Voilà, magnifique logo. À noter quand même la gestion des pinholes par l'OS, c'est-à-dire en gros l'écran percé. Ah oui. Et des waterfall screen. Alors les waterfall screen, vous savez, c'est le Xiaomi, le principe du Xiaomi qui a l'écran qui l'entoure complètement. Ah oui, d'accord, très Et bien. en fait, pourquoi? Parce que ça gère mieux les bords d'écran. Donc, et waterfall aussi, c'est ce que vous avez sur certains Huawei ou ce que vous aviez par exemple sur les S10. Donc maintenant, c'est géré par l'OS, plus besoin d'avoir un truc. Voilà. Il est capable de gérer justement les interactions sur le bord de l'écran et des API pour ça et tout ça. Bon, évidemment, l'installez pas sur vos trucs, c'est que pour les pixels pour le moment, à partir du Pixel 2. On en est qu'au début.
D'ailleurs, c'est assez fou qu'ils sortent déjà la développeur prévu en mars. Enfin, ils l'ont fait l'année dernière, mais bon. Parce que c'est qu'en mai qu'en fait aura lieu la Google I.O. avec les annonces des fonctionnalités. Hein. Alors, il n'y a pas tout qui est implémenté dans l'OS, hein, évidemment. mais voilà l'idée. Donc, déjà là. On va parler de cybersécurité vite fait. Des millions de hubs USB à câble. Ouais. Et pas que. Parce qu'en fait, il y a des hubs USB, des webcams et tout ça. Il faut savoir que les firmwares sont de plus en plus complexes dans ces caméras et tout ça. Donc, les Logitech Brio qu'on utilise par exemple. Ou dans le hub USB qu'on a là-dessous. Bref, vous avez des puces pour la gestion de l'énergie, tout un tas de trucs et tout ça. Il y a des chipsets et des firmwares. Et l'idée, c'est que ces mini OS embarqués sont pas du tout mis à jour. T'as déjà mis à jour ton hub USB? Non, bien sûr. Voilà. Ou ta clé USB, ou ta webcam, le firmware de ta webcam de temps en temps. Ouais, plus sur ça. C'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt rare. Et en fait, il y a un petit chercheur qui a trouvé ça, qu'en fait, non seulement les firmwares intégrés étaient pas signés, mais en plus, ils faisaient pas de vérification de sécurité. Donc c'est facile de le changer. Donc, qui est la base. Après, par contre, pour pouvoir le hacker, il faut avoir un accès physique à ton web. Ah bah bien sûr. Pour le moment, c'est obligatoire. Ça limite. Mais quand même tu les pourrais très bien possibilités. imaginer que toute une série soit hackée dès l'usine et livrée partout. Oui. Ou avec une backdoor à l'intérieur. Voilà, où tu fais un petit cadeau d'entreprise, où tu offres des hubs USB à, par exemple, lors de, je sais pas moi, un sommet pour la planète ou un forum de Davos. Tu offres des petits hubs USB-C à tous les dignitaires présents en disant mettez ça sur vos iPads ou vos trucs, c'est génial, on vous les offre avec le gros logo de l'ONU dessus, tu vois. Tout le monde le branche et en fait, le truc est hacké. Effectivement. Donc un peu dommage. Et c'est hyper dur en fait de le détecter parce que l'ordinateur lui-même serait pas capable de détecter ce qui se passe sur le. Mais c'est compliqué pour lui de savoir est-ce que c'était le firmware d'origine ou est-ce qu'il a été modifié entre temps. C'est ça, exactement. En gros, chaque hub, chaque appareil USB de ce type-là dispose de son propre firmware et donc est lui seul un petit ordinateur en fait. Donc il suffit qu'il y ait un problème dessus et c'est fini. Je voulais vous en parler parce que c'est en train de faire surface. Donc je pense qu'on va entendre parler d'une ou deux news comme ça qui vont tomber dans pas longtemps. En entreprise, en tout cas, ça peut être plus inquiétant. Mais voilà, parce que souvent on pense qu'aux clés USB, en disant interdiction d'amener vos clés USB. Par contre, vos hubs USB, c'est bon. Eh ben non, en fait. Merci Sonic pour le sub. En fait, les hubs USB aussi, il va falloir s'en méfier. C'est vrai que c'est intéressant. Mais même, tu sais, un petit ventilateur USB que tu branches pourrait très bien contenir une partie mémoire et autres. Tu le branches et là, c'est fini, quoi. Bon, tout le matériel chinois qu'on importe. Tous les périphériques USB à la con, là, tu sais, que tu branches. Qu'on paie 2 €. Voilà. Exactement. Un stylet d'iPad, ben non, il est sans contact. Celui-là. Donc bon. Enfin, voilà. Est-ce que tu connais Totok? Mais pas du tout. Totok to me. Totok, qu'est-ce que c'est? C'est une application, alors qui est aussi sur iPhone. Une appli qui ressemble beaucoup à WhatsApp, toutes ces applis de messagerie, des FaceTime-like. Ils promettaient quand même des appels vidéo jusqu'à 20 participants en HD. Bon, on te dire, tiens, tu dis, waouh, mais c'est trop cool. On peut s'appeler en vidéo, le truc ressemble beaucoup à FaceTime, tu vois, enfin, c'est un mélange de FaceTime, WhatsApp et tout. Donc effectivement, l'appli fonctionne bien. Une nuance près, c'est qu'elle a été retirée là du Play Store, et je pense aussi du Store iOS. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'avère que en fait, elle espionnait les utilisateurs. Oh, ça alors. Oh bah mince. Donc elle récupérait tous les contacts, tout ça machin, toutes les conversations, tous les mouvements, wow. toutes les relations, les rendez-vous, images, sons, tous ceux qui avaient installé ça sur l'application. Ah oui. Et c'était dans les conditions d'utilisation? Non, évidemment non. Voilà. Et en fait le truc c'est que ce qu'ils expliquent c'est que c'est lié aux Émirats arabes, tout ça, au gouvernement en fait, la société et la société qui l'édite est liée à l'État. Et donc du coup c'est un bon moyen d'espionner le monde entier quoi. Bah oui. D'espionner beaucoup de dignitaires et tout ça. Alors quand on regarde là, on voit qu'il y a quand même eu 33 000 notes. Donc ça veut dire quand même des centaines de milliers, voire peut-être 1 million d'installations. Ouais. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, du coup, les États-Unis sont en train de mener quelques enquêtes autour de ça, autour de cette appli-là, Totok. Et c'est assez fou, hein, parce qu'en fait, tu sais, dans tes contacts, tu pouvais déclarer, machin, c'est mon
c'est, je sais pas, mon petit copain, machin, ces trucs. Mhm. Et en fait, alors, Apple vérifie les apps, mais ils ont vérifié l'app. Le souci, c'est qu'en fait, tout ça passe par un serveur centralisé. Et c'est sur le serveur que Ah tout oui, est récupéré. ok. Oui, donc L'app ça en pouvait elle-même, se justifier en fait du fait que tu as besoin de transférer les vidéos pour c'est pouvoir ça. les Et ils mettre. prennent la géoloc parce qu'en D'accord. fait, ben, tu peux envoyer ta position géographique à Bien sûr. ton contact. Et comment tu ça a vois, été donc, détecté alors pour le coup? Ah ben, en fait, ça a été il y a eu des déclarations comment ça s'appelle, d'une agence américaine qui fait qu'on s'appelle je vais te dire, c'est une agence de renseignement américaine. Donc, je D'accord. ne sais pas laquelle, mais voilà, une. Qui a dit qu'en fait, bon, déjà, ils avaient trouvé qu'il y avait un lien entre les développeurs et les Émirats Arabes Unis. Ok. Ils étaient très très proches et c'était assez étrange. Donc, ils surveillent ça. Et donc là, ils se sont dit, oula, qu'est-ce que c'est? Et en fait, ils ont regardé et ils ont découvert qu'en fait, il y avait plein de trucs qui finissaient sur les serveurs et que rien n'était sécurisé et que l'optique de tout ça, c'était finalement de servir de cheval de Troie et de... Voilà, il n'y a pas de technique de hack à proprement parler, c'est-à-dire que le téléphone va pas être hacké. Quoique apparemment sur Android, ça allait même un peu plus loin. Parce que sur Android, elle prenait les autorisations de récupérer toutes les photos et de les envoyer, ce genre de trucs. Tu vois. Ah oui. Ouais. D'accord. T'autorisais l'accès à le reste. ta bibliothèque et du coup, il était capable de tout récupérer. Ok. C'est vrai que ça devient quand même de plus en plus difficile d'avoir une bonne hygiène comme ça numérique, Ah bah. parce que là, on est sur les App Store, donc déjà, c'est un bon réflexe Salut, de se Hank. dire, je prends sur App Store parce que, donc ça soit celle de Google ou celle d'Apple, Oui. parce qu'il y a une vérification. Là, ce qu'on voit, c'est que la vérification a quand même ses limites. Oui. Donc après, en termes d'usage, pour se dire comment détecter ces cas-là, à Oui. part se dire que c'est un peu trop beau pour être gratuit, et donc que forcément il y a soit une rémunération cachée, soit on est le produit, et en l'occurrence on est Ah bah là, ça allait beaucoup plus loin que ça, Bon, c'est que voilà. tout était filé à l'État, Ouais. aux Émirats Arabes Unis. Mais c'est pas simple Mais hein, pour arriver à Hank, identifier. oui, on peut en dire autant de Google. Google a ses données, sauf que jusqu'à preuve du contraire, normalement, Google les partage pas de façon native avec l'État Ouais. américain. Et C'est puis, que sur demande de la Google, justice. ils Ouais. revendent les données, mais de manière Et ils te préviennent. anonymisée. En fait. Et ils te préviennent. Oui, mais bon. Après, c'est leur business model qui est comme ça. Exactement. Bon, on va passer aux mauvaises nouvelles. Il va y avoir des ruptures d'iPhone. Ouais. Voilà. C'est Apple qui le prévient. Les orientations qu'ils avaient publiées le 28 janvier étaient en fonction des infos actuelles. Finalement, ils reviennent dessus en disant on va en vendre moins que prévu parce qu'en fait, bah, les usines repartent à peine. Donc, il va y avoir des ruptures. Il y a des lancements de produits qui vont sans doute être décalés. Et puis, surtout, ça peut être encore pire parce qu'on ne sait pas si l'épidémie va être contenue ou pas. Alors, délocalisé à Taïwan, c'est... Apple, c'était pas sûr. Ouais. Celui qui a annoncé ça, c'était... Alors, Nintendo, c'est au Vietnam. C'est Vietnam, Nintendo. Ouais. Et Taïwan, c'est peut-être un Samsung ou un truc comme ça. Après, certains avaient pris les devants avec les ils avaient problèmes déjà avec Trump et la Chine. Oui. Donc, ils avaient, comme Nintendo, commencé à étudier d'autres pistes. Et donc, ils sont contents, Mais mais ça... la rumeur de ça l'iPhone suffit 9 pas. SE de je ne sais quoi, c'était de sortir, d'être annoncé au mois de mars, Ouais, tout comme le nouvel iPad Pro. exactement. Mais il est possible que ce soit décalé justement à cause de ce souci-là. Donc, bref. Et c'est sûrement pas les derniers à Non. annoncer des retards. Non, bien avoir d'autres. Je crois qu'on en a entendu parler aussi, même sur les consoles ou autres. Ouais. Et là, la suite. reprise en fait de fabrication des iPhones est plus lente que ce qu'ils avaient prévu. Donc Ouais. voilà. Enfin bref. Bon allez, fin de la récré pour les foldables. On parlait tout à l'heure du Z Flip, mais on va parler aussi du Motorola Razr. Une semaine après, voilà ce que ça donne au niveau de la charnière. C'est pas si mal. Je vous le montre l'écran éteint. Ouais, c'est vrai que là c'est moche. En fait, il y a une espèce de bulle qui apparaît, tu sais, il y a le plastique à cet endroit-là Ouais. qui se décolle. Et en plus, il s'est coupé, pour le coup. Donc c'est assez dégueulasse. Et ça, c'est le test de solidité du Z Flip. Donc, parce qu'en fait, ils ont annoncé que c'était un verre ultra fin, beaucoup plus résistant que les autres. En fait, il est aussi les autres, résistant c'est du que plastique comme d'hab. en fait, normalement. Mais là, donc là, c'était censé être mieux. Oui, oui, non. C'est ce qui était Oui, mais non. remonté. C'est tout pareil. Visiblement, ouais. C'est exactement pareil. Rien n'a changé. Même, il prend... Avec ton ongle, tu appuies dessus, tu fais une marque. Voilà. Tu appuies un peu d'accord. fort avec ton ongle, tu fais une marque. Donc, autant vous dire, c'est de la merde en barre. Une semaine, c'est fini. Bon, honnêtement, ce form factor-là, c'est rigolo.
Seulement, c'est pas viable. Le téléphone, il vaut 1500 balles. Tu sais combien ça coûte l'écran d'un Z Flip pour le changer? Ils l'ont annoncé. J'ai pas entendu le prix, ouais. 119 € la première fois. C'est 499 pas grand-chose, la deuxième. 119 sur le prix. 499 la deuxième. D'accord, ok. Et mieux encore, sur le Fold, tu sais combien c'est le prix? Non 599. Ça va vite. Voilà. Ouais. Et quand tu vois la fragilité de l'écran, stop. Enfin... Moi, je trouve que c'est dommage en termes de prix. C'est là où on se dit qu'ils veulent pas encore y aller. C'est faux, c'est pas la même chose. Comment ça, le bâtard? Que dis-tu? Qu'est-ce qui est faux? Je vais terminer quand même ma phrase, Vas-y. le temps que le bâtard termine de répondre. Oui. C'est le fait qu'en fait, vraiment, en termes de prix, 1500 même pour le Z Flip, on se dit qu'ils veulent rester dans des tas de protos en distribution limitée, en tout cas, avec ces gammes de prix-là. Ils l'auraient mis, par exemple, à 900 €. Là, ils se disent, on veut inonder le marché, en fait, et on veut y aller. Donc, tant qu'ils restent là-dessus, on se dit, ils sont pas encore totalement prêts, en fait. Ils y vont parce qu'il faut y aller, ils veulent l'idée, ils veulent montrer la tendance, mais on n'est pas encore dans, on va en vendre des millions. Oui, oui. Et donc, ça me surprend pas énormément que derrière, les écrans soient pas encore au top, ou autre, parce qu'on n'est pas pour des usages de masse. D'abord a raison. Il faut en acheter deux. Un qu'on garde fermé et l'autre qu'on garde ouvert. Il y a un verre en dessous du plastique maintenant. Ouais. C'est ça que j'avais vu, moi. Et que c'était censé être donc plus résistant. Mais ce que tu me dis, ça marque quand même juste avec Alors, apparemment, Rig a refait le test Ouais. sur apparemment une nouvelle version. Mais il faudra regarder. Mais à mon avis, la couche de polymère, là, elle va marquer avec l'ongle aussi. Hein. En dessous, l'écran va peut-être pas péter. Mais marquer, c'est marqué, quoi. Donc, la Bon, deuxième après, vidéo, il pète encore plus le tel. Ils ont fait normalement des progrès avec le Z Flip sur la charnière, qui est censé être mieux, oui. même au niveau des poussières, qui était le problème. Apparemment, il y a des gens qui, pareil, au bout d'une semaine, ont des soucis. Donc, ouais. La couche justement de polymère qui se décolle, c'est un peu dégueu, quoi. Bon, donc ça pour va... moi, en fait, faut arrêter, en fait. On est encore sur du proto de masse. Tu sais quoi, Je pense que Microsoft a raison. Ouais, les deux écrans séparés. Ouais. Ouais. Et là où ça aurait été top, c'est deux écrans séparés avec le Edge au milieu. Tu sais, comme ça, quand tu l'ouvres, les deux écrans en fait se croisent à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et du coup, t'aurais une charnière quasiment invisible. Ouais, effectivement. Enfin, c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc ça aurait été top. Enfin bref. On va terminer avec une dernière news. Comme ça, c'est fini. SpaceX qui prévoit d'envoyer 4 touristes dans l'espace dès 2021. Alors, c'est dès 2021 ou début 2022. Est-ce qu'on fait gagner un voyage Et en justement, fin d'émission? On fait gagner un voyage en fin d'émission. Si vous voulez revêtir cette magnifique combinaison et partir dans l'espace, il n'y aura que 4 personnes, mais c'est un voyage de 5 jours. C'est pas mal quand même, 5 jours. C'est bien, 5 jours. Bon, ils vont passer par Space Adventures, l'agence spatiale. Évidemment, non, on ne fait pas du tout gagner à la fin du truc. Hein. Une agence qui est spécialisée dans le tourisme spatial, qui a déjà envoyé des gens ultra riches dans l'espace entre 2001 et 2009. Voilà. Il y avait d'ailleurs le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, qui avait payé 30 millions de dollars pour faire un voyage. Voilà. Et il y a SpaceX qui avait réussi avec Bigelow Aerospace un vol privé d'un touriste pour 52 millions de dollars qui finalement c'est annulé au dernier moment et ça s'est pas fait. Mais 5 jours dans l'espace par SpaceX, dans la capsule Dragon, tout ça, c'est cool. C'est une expérience, c'est vivre. Ouais, et ça alors, d'ailleurs je sais pas si c'est ce voyage-là ou si c'en est un autre, mais il y en a un qui est prévu, tu sais, où ils vont aller faire un tour de la Lune puis revenir. Ah oui. Alors oui, peut-être que c'est ce voyage de 5 jours. 5 jours, ça me paraît court. Ça me paraît, ouais, je sais pas. Ouais, pour faire ça. Je sais pas si c'est celui-ci ou pas. Mais voilà, 4 touristes dans l'espace quand même, c'est assez dingue. Bon, je suppose qu'il y a une préparation quand même. Oui, alors évidemment, ils expliquent qu'il y a une préparation physique à faire, on voit pas tout le monde, voilà. Il y a le Wi-Fi et Steam dans la navette, oui, je pense que oui. Le Wi-Fi, oui, Steam, je ne sais pas. Voilà. Après, la latence, attention, quoi. Enfin voilà, c'est cool quand même, on y est déjà. Et après, bientôt, prochaine étape, Mars. Ouais, et d'ailleurs, il y a un concours là avec des architectes pour construire une ville martienne. Ah. C'est Elon Musk qui a lancé ça. Donc il faut essayer de tout prévoir avec la météo capricieuse, les conditions extrêmes, tout ça, machin. Donc on devrait voir aussi ça bientôt. Ah, ça, en général, c'est début de l'été où il y a des conférences SpaceX où ils annoncent des trucs incroyables du futur et tout. Donc on verra bien. Et les États-Unis qui ont décidé de viser la Lune de toute façon, donc
Voilà, et ça leur fait pas peur. Du coup, nous, on nous retrouve sur Twitter, @BertrandInnov, @Cédric Bonnet. Tada. Pour soutenir le studio, et c'est hyper important, il y a plusieurs méthodes. Tipeee.com/STDRenegade, ou si vous êtes sub Twitch, vous pouvez sub à la chaîne, ou Prime, si vous êtes abonné Amazon Prime, vous avez un sub gratos. Tous les mois, vous pouvez venir le lâcher, votre sub, sur la chaîne Twitch. Ça nous aide à payer le studio, entre autres. Et de l'équipement et tout ça, et le serveur qui héberge le podcast si vous nous regardez en podcast. Et ça marche aussi si vous avez la Freebox Delta, pensez à votre abonnement vous avez Prime offert. Ouais. Voilà. Et puis grâce au Tipeee et au Prime, vous avez accès au Slack et vous pouvez venir discuter avec nous de ces sujets-là ou d'autres. Voilà. D'ailleurs, on a la FAQ, vous pouvez poser vos questions sur le Slack ou par mail. Hop, on va le rappeler. Pim, comme ça le CM va être content. FAQ le 28 février, contact@studiorenegade.fr pour poser vos questions. Si vous êtes sur Slack, vous avez un channel Slack qui est dédié. Voilà. Et pour en terminer, plus d'infos, l'agenda, les émissions, tout ça, studiorenegade.fr. Dès demain matin, vous avez la matinale pour site internet et application mobile. Et il y a une application mobile que vous pouvez télécharger, Studio Renegade, sur laquelle vous avez l'agenda, les streamers, tout ça. Et un petit rappel des subs. Si vous êtes Twitch Prime et vous ne savez pas à quelle date vous devez resub, vous indiquez la date et il va vous rappeler automatiquement. Ah, il est temps de sub. C'est très pratique. C'est très pratique. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Parfait. Donc du coup, voilà, ça va vous aider comme ça à ne pas oublier la date. Sur ce, merci à toi Bertrand d'être venu aujourd'hui. Merci. Merci la chatroom. Merci Nico Poppy. Merci tout le monde. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Si tout va bien. Pour Beats. Voilà. Allez, des bisous à vous. Ciao, ciao.